Euh, donc il annonce en 1914, alors que son père, comme je disais, s'arrête d'enseigner, il annonce qu'il souhaite se marier et qu'il épousera donc Suzanne Vendroux. Et ils auront 3 enfants ensemble, Philippe, Élisabeth, qui mourra très jeune, et Anne, la dernière, qui est morte en 1948 et qui était trisomique. Donc, après l'école de guerre, il rentre en conflit avec la doctrine qui était enseignée au sein de cette école, qui considère qu'il y a globalement une vision beaucoup trop défensive. Mais qu'il faudrait instaurer un enseignement qui préconise l'offensive et le mouvement des troupes, et non pas de mettre les soldats dans des tranchées et d'attendre que ça se passe. À l'état-major, les gens qui sont en place, ça ne paie pas beaucoup. Donc de ce fait, il est très bizarre, mais il est vraiment très mal noté. Quand on voit ses notes, c'est assez catastrophique. Donc Pétain, qu'il connaît bien, est quand même surpris. Et il s'étonne que le jeune De Gaulle n'ait pas de très bonnes notes, mais au contraire, des notes dans l'ensemble assez faibles. Pétain donc va à l'école de guerre et il demande des explications et on s'aperçoit que très rapidement De Gaulle se met à avoir des notes tout à fait satisfaisantes. Donc en 1925, Charles de Gaulle est affecté à l'état-major de Pétain. Une date et Pétain lui demande de rédiger un ouvrage sur l'histoire du soldat de l'armée française. Et conjointement, en 1927, il donne des conférences à l'école de guerre, et notamment 3 qui sont très remarquées, qui conduiront à ce que De Gaulle écrive des ouvrages, le mette par écrit. C'est l'action de guerre et les chefs, du caractère, et une 3e qui s'appelle du prestige. Donc, le 25 septembre, on lui confie le commandement d'un bataillon de chasseurs. Et le Charles de Gaulle fait preuve de beaucoup d'énergie pour manier son régiment. Et donc, une fois de plus, on remarque son action, sa volonté, son dynamisme dans l'action. En novembre 1931, il est affecté au secrétariat du général de la Défense sous les ordres également de Pétain. Ce poste est capital pour Charles de Gaulle, car il lui permet de s'intégrer aux affaires de l'État. Et il est chargé de travailler sur le projet de la future stratégie militaire pour la France. En 1933, il est promu lieutenant-colonel. Et il développe à nouveau des traités, des conférences. Un qui s'appelle Discorde chez les discorde dans l'armée en 1924,
il écrit Au fil de l'épée et un traité sur la France et son armée en 1938. À cette époque, donc, il rédige, écrit sur écrit, et se met également à communiquer dans la presse de l'époque. Donc De Gaulle écrit ces 3 ouvrages. Alors, Pétain, à la tête des armées françaises, trouve que le gars De Gaulle prend beaucoup d'importance et peut-être même trop. Ce qui nuit à son image à lui, Pétain. Et il le trouve un peu trop ambitieux, et les relations entre les deux hommes, autant Pétain l'avait aidé et admirait son action, la relation entre les deux hommes se distende et ils ne se reverront pas très souvent avant certains événements qu'on va voir après. Alors, à la publication sur l'armée de métier, Léon Blum, qui était à la tête du gouvernement, n'apprécie pas beaucoup ce traité. Car, d'abord, manifestement, De Gaulle est un homme de droite, de pensée de droite, et il considère que les propos qu'il emploie à travers cet ouvrage présentent un certain danger, un certain revers pour le monde ouvrier par sa rigueur, et il craint pour le droit de grève. En 1935, toutefois, surprenant, De Gaulle approuve la signature du pacte qui a été fait entre la France et l'Union soviétique, entre Laval, l'accord qu'il y a eu entre Laval et Staline. Et considérant, ce qui a été toujours, durant sa vie politique, ainsi de suite, assez attiré de trouver un moyen de rester en bons termes, allié à la Russie, et notamment pendant la période qui a été confirmée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il continue à émettre des idées sur la gestion de l'État. À cette époque, donc dans les années 1935, il prétend qu'il serait bon que l'on supprime le service militaire et que l'on constitue une armée de métier avec donc des professionnels, des militaires à vie, et que l'on oriente l'organisation de l'armée autour de la cavalerie, c'est-à-dire des chars, et de disposer de moyens motorisés très puissants. Blum, par contre, approuve l'idée de motoriser l'armée, ce qu'il tentera de faire d'ailleurs au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors en 1937, Charles de Gaulle donc, est affecté à la tête d'un régiment de chars il ressent une profonde satisfaction car il rencontre l'outil dont il a toujours rêvé. Alors, il est donc à cette occasion promu colonel et il tente d'imposer sa conception de l'usage des blindés. Ce qui lui vaut d'ailleurs, il n'est pas compris, et le chef, le général
le général Giraud, qui est à la tête des armées françaises, est même hostile aux stratégies de Gaulle dans le domaine. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, De Gaulle est toujours colonel et est à la tête d'un régiment de chars d'une grande importance. Le 10 mai 40, il résiste à une percée allemande sur le front français et il prend la tête d'un régiment de 364 blindés, avec pour but d'arrêter l'avancée des Allemands vers la ville de Laon. Après avoir un peu bloqué l'avance des Allemands, il monte une contre-attaque au nord de la ville de Laon pour essayer de la reprendre. Devant la poussée allemande, De Gaulle pressent que cette guerre est mal engagée et va nous conduire à une défaite. D'autant plus qu'il est très sceptique car on lui a supprimé des blindés et il n'a plus à sa disposition que 84 chars. Donc il est contraint de se replier, mais quelques temps après, il récupère 150 blindés qui vont lui permettre de stopper pendant un certain temps l'avance allemande. Le 26 mai 1940, il est promu général de brigade. Et le 28 mai, il monte et attaque la ville d'Abbeville, qu'il reprend et il fait 400 prisonniers. Weygand fait l'éloge de Gaulle et lui attribue une citation. Donc le 26 mai, ce pas devant la poussée allemande et la tournure que prenne le conflit, les Anglais décident de rapatrier leur corps expéditionnaire. Ils regroupent leur flotte, l'ensemble de leurs troupes au large de Dunkerque et réembarquent tout leur monde pour l'Angleterre. C'est une catastrophe. La poche de Dunkerque est entourée par les Allemands. De ce fait, les Allemands récupèrent 2472 canons, 85 000 militaires de toutes sortes, blindés, 68 000 tonnes de munitions, 147 000 tonnes de carburant et ils font 35 000 prisonniers. À l'époque, Paul Reynaud est ministre et Premier ministre. Il relève de son ministère Daladier et de ses fonctions de ministre de la Guerre. Faisant suite au désastre qui s'est passé et du comportement de la France au moment de Dunkerque. Le 6 juin, Paul Reynaud convoque De Gaulle et il le nomme sous-secrétaire d'État à la Défense et de la Guerre. C'est une date extrêmement importante car c'est à ce jour que la vie politique de Gaulle va commencer. Il va abandonner le monde de l'armée pour les cabinets ministériels. Il a pour mission de coordonner l'action avec le Royaume-Uni pour, d'une part, poursuivre le combat et que suite à Dunkerque,
on continue à s'opposer aux troupes nazies et allemandes. De ce fait, De Gaulle donc, prend son bâton de pèlerin et il va en Angleterre et rencontre Churchill. Et pour ce faire, il quitte Paris, il fait un détour, il passe par Tours et certainement il va à Bordeaux et rejoint l'Angleterre. Donc, il propose à Churchill, c'est de continuer la guerre et oui, il demande au gouvernement anglais de faire une union entre la France et la Grande-Bretagne pour continuer la guerre. Alors, à la même époque, Weygand, qui est à la tête des armées françaises, demande l'appui pour la résistance de ce qu'il reste en France, l'appui de la RAF pour aider l'armée française. Et Churchill, ayant pour priorité de préserver son île, refuse de laisser ses avions et de les garder à la disposition de l'Angleterre. Le 16 juin, De Gaulle continue auprès de Churchill et il propose une note préconisant de créer des unités de combat franco-britanniques. Et ce projet, cette idée, est acceptée par le gouvernement britannique. Donc De Gaulle quitte l'Angleterre avec l'accord de Churchill et il revient à Bordeaux. Et là, en arrivant à Bordeaux, au stupeur, il apprend la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, et qui est remplacé par Pétain. Et avec à côté de lui, Weygand comme ministre de la Défense et de la Guerre. Donc, bien évidemment, De Gaulle comprend tout de suite, compte tenu de ses relations avec Pétain qui est extrêmement fraîche, et de la présence de Weygand à la tête du ministère, que la carrière, les ambitions ministérielles de Gaulle s'arrêtaient ce jour. Au même moment, arrive un conseiller de Churchill qui vient voir De Gaulle, enfin qui vient à Paris, pour convaincre Craynaud, Mandel de quitter la France, qui est sous la coupe après la défaite, de quitter la France pour rejoindre Londres, ainsi que De Gaulle. De Gaulle accepte. Et il s'embarque pour Londres. Les autres, non, ne souhaitent pas faire ça et vont se réfugier en Afrique. Pétain, lui, après l'armistice avec les Allemands, appelle à cesser le combat. Avec l'accord de Churchill, le 18 juin, De Gaulle rédige un appel. Et cet appel, avant d'être diffusé à la BBC, les ministres anglais le relisent et le ministre de la Défense et des Affaires étrangères anglais qui s'appelait Lord Halifax n'apprécie pas cet appel, le texte de Gaulle, car il craint que ce texte, qui charge beaucoup Pétain, va lui nuire pour établir les accords d'armistice avec les Allemands. Alors, ils ont une démarche vis-à-vis de Gaulle en lui proposant, en lui disant qu'il accepte
certaines modifications dans le texte qu'il a établi. Et De Gaulle accepte ces quelques modifications. Et en l'obligeant, en essayant de trouver des termes qui ne blessent pas trop Pétain, qui ne cherchent pas trop Pétain. Donc, ayant l'accord du gouvernement français, De Gaulle enregistre l'appel ce qu'on appellera l'appel de Gaulle. Donc, il appelle tous les Français, militaires, ouvriers, qui sont en Angleterre, en France, dans les territoires français, de rejoindre l'Angleterre et afin de pouvoir reconstituer une armée de libération et de continuer de continuer à combattre l'armée allemande. Infirmant, De Gaulle affirme dans ses interventions que la France a la possibilité de sortir victoire dans son conflit avec le nazisme, contre le nazisme. Alors il compte notamment de pouvoir s'appuyer sur l'empire colonial français et la puissance maritime britannique et de l'industrie américaine. Alors, ce texte sera un mythe, faisant du général le père de la résistance. Alors qu'en fin de compte, la résistance pour lui, il n'en prendra conscience de son utilité et d'avantages qu'elle peut présenter qu'en 1941. Alors, le 19 juin, Weygand, qui est ministre de la guerre de Pétain, demande à De Gaulle de quitter Londres et de revenir en France. Et, devant la réticence de Gaulle, le gouvernement prend un décret mettant De Gaulle à la retraite par mesure disciplinaire. Et il est traduit devant le Conseil. Le Conseil de guerre est condamné à 4 ans de prison et de la perte de sa nationalité. Là, il tombe sur un os, c'est pas ça qui va faire revenir De Gaulle. Alors, les Anglais, en accord avec De Gaulle, malgré ça lui a fait très mal de consentir à ça, la flotte allemande, la flotte anglaise, se dirige à Mers-el-Kébir, où est stationné l'ensemble de la flotte française. Et là, l'armée britannique détruit la flotte française afin que les Allemands ne récupèrent pas notre flotte. Alors, bien évidemment, De Gaulle, qui avait approuvé la décision de Churchill, Pétain réagit et il inculpe De Gaulle pour trahison, désertion et trahison devant le tribunal, qui le condamne à la peine de mort, la dégradation de ses titres militaires, et il lui confie en confiscation de l'ensemble de ses biens. De Londres, De Gaulle décide de créer les forces françaises libres. Churchill
le reconnaît comme représentant des Français libres en Angleterre. Alors, De Gaulle ignore et le dit, le traité de paix que Pétain a signé avec les Allemands et affirme que la France n'a pas renoncé, ce n'est pas la France qui signe, que lui, De Gaulle, se considère toujours en guerre et il crée une armée qui va être basée dans les colonies françaises, dans l'Afrique de l'Ouest. De son côté, à Londres, De Gaulle crée une banque, un journal, il fonde l'Ordre de la Libération sous la proposition de l'amiral, dont j'ai oublié le nom, qui est la tête de l'armée. Il crée le symbole de la Croix de Lorraine. Alors, et à travers le monde se créent des comités où les volontaires de toutes les armes, les ouvriers, les intellectuels ont la possibilité de le rejoindre et de se rendre à Brazzaville. L'AOF et l'AEF, les colonies françaises, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est française, se rallient à De Gaulle, ainsi que la Belgique. En 1941, se constituent des cellules de résistants sous la conduite de Brossolette et de Passy. Et, à la demande de Gaulle, Jean Moulin est chargé de réunir l'ensemble de ces réseaux, de faire un commandement homogène parmi la résistance française. Bon, ça s'est fait avec chacun des chefs de zone avait ses prérogatives sur le mode de commandement, mais donc tout le monde s'aligne donc sur De Gaulle pour piloter la résistance en France. Alors de son côté, les Américains sont rentrés en guerre, dans la guerre mondiale, suite notamment avec l'attaque des Japonais, tout le hasard à Pearl Harbor. Bien, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ayant un point d'appui avec la France à travers l'Afrique, donc la stratégie de Roosevelt, c'est on va en Afrique, on s'appuie là, on traverse l'Afrique, on remonte l'Italie, on remonte la France, on débarque de l'autre côté à l'ouest. Là, on prend les Allemands en sandwich et on va jusqu'au bout. Bien, alors, mais Roosevelt, en arrière-plan, son ambition, c'est que l'Angleterre et l'Allemagne donc arrivent en France, mais c'est de faire en sorte que ce soit De Gaulle qui prenne le pouvoir, mais que ce soit la présence américaine avec l'implantation du dollar et qui est la mainmise des États-Unis en France. Donc pour faire ça, il y a un moyen, c'est d'ignorer De Gaulle dans toute cette stratégie de débarquement, de conquête, de le laisser sur le bas-côté de manière qu'il ne soit pas impliqué. C'est pas du tout dans l'esprit de Gaulle. Donc, ce qui était prévu, ils font, ils débarquent, on part d'Afrique, où on retrouve certaines armées françaises qui se joignent aux Anglais, aux Américains. Ils débarquent tous en Italie, on remonte l'Italie. Et puis on débarque aussi à Toulon, et puis on remonte là avec
des troupes françaises, on remonte la vallée du Rhône, et de leur côté, les Américains et les Anglais débarquent le 6 juin 1944 en Normandie et reprennent Paris et se dirigent vers l'est de la France et l'Allemagne. Ah. Donc on arrive jusqu'à la défaite des Allemands, la libération avec les armées françaises libres qui sont et l'armée de la libération, qui sont l'ensemble étant placé sous la direction du général Giraud. Il dispose d'1,3 million combattants. Donc, le 6 juin 1944, avec les troupes américaines, quelques jours après, avec les bateaux de la France libre, De Gaulle débarque, met le pied en Normandie et revient sur le sol de France. Il rencontre immédiatement l'anglais Montgomery et le même jour, il va à Bayeux et fait un fameux discours et les Français découvrent ce général dont on parle tant, avec sa haute stature d'1,89 m, il en impose. Les Français sont fascinés par cet homme. Immédiatement, il constitue un pré-gouvernement national et il prend de vitesse les Américains et met en place ce fameux gouvernement national à la place de Lamgotte, qui avait préparé. Qu'est-ce que Lamgotte? C'est le gouvernement militaire des Alliés des territoires occupés. AM, ça veut dire Alliés militaires, gouvernement, territoires occupés. Alors, donc les Américains sont pris de vitesse, le père de Gaulle, il fait un tour dans toutes les grandes villes dans l'ouest de la France, en Bretagne, en Normandie, et il arrive le 23 août, il débarque à Rambouillet. Là, à Rambouillet, l'attend Leclerc et ses chars, et cette fameuse armée qu'on appelle la deuxième DB, la deuxième DB, c'est le deuxième bataillon d'armes blindées. Il reçoit avec Leclerc, il met à genoux le corps d'armée de blindés de von Scholtitz. Voilà une première victoire des troupes françaises en territoire français avec De Gaulle à la tête. À la fin de la journée, il débarque au ministère de la guerre, rue Saint-Domingue, puis il va à l'hôtel de ville de Paris. Et c'est là où il prononce ce fameux, qui sera transmis à l'époque dans les cinémas, le fameux discours « Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Ah, c'est là, c'est rentré dans la mémoire du peuple français. Et donc, le lendemain, le 26 août, il descend à pied les Champs-Élysées après avoir déposé des fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Et c'est des milliers de Parisiens qui sont le long du parcours. Le 9 septembre, il se retrouve à la tête de l'Assemblée, du gouvernement provisoire, et en septembre 1945 est élu
les députés qui vont former la Chambre des députés. Alors, et il sera donc à l'époque nommé à la tête du gouvernement de la France. Alors, à dater de 1947, après ces 2 années de pouvoir à peu près, De Gaulle fonde un nouveau parti qui s'appellera le RPF, car il veut s'appuyer sur ce groupe de militants, et lui à la tête, un groupe de parlementaires, une étiquette politique, qui lui permettra de transformer la scène politique en place en France avec la remise en cause de la Constitution, des règles de vie, de développer, de changer le monde politique pour éviter les crises ministérielles à tout moment. Donc il a donc les 2 pieds dans le monde politique à la tête de la France. Donc la suite jusqu'à Colombe et les 2 églises se fera partie d'une deuxième présentation que je ferai ultérieurement. Voilà la première partie de l'action de Charles de Gaulle qui aboutit à la tête de la France. Allez, je vous dis à bientôt. Merci à tous.